Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Digital Morning édition du 18 novembre, toujours de 8h à 9h. On vous en dira un peu plus sur le Digital Morning et sur la plateforme Studio Z tout à l'heure, puisqu'on a de nombreux nouveaux participants qui sont là aujourd'hui. Donc, cette session est faite pour la comptabilité aujourd'hui au travers du module Zoho Finance. Donc, on va découvrir le module comptabilité. On verra tout à l'heure dans les liens, vous avez la formation complète évidemment sur l'outil Zoho Finance. Mais sans plus attendre, je passe la parole pour qu'il se présente à Michel Aluziki. Donc, un petit instant, je lui transfère le contrôle de l'audio et du son pour qu'il puisse directement se présenter. Bonjour à tous. Alors effectivement, je me présente. Je suis donc expert comptable. Je suis responsable de la fiduciaire GAPEX à Lausanne. Effectivement, on travaille beaucoup avec ZooBooks. On a de nombreux clients qui sont sur la plateforme. Donc voilà, je me réjouis de vous présenter ce logiciel aujourd'hui avec Julien. Merci, merci Michel. Donc, on va tout de suite passer à une petite explication déjà sur Showtime pour les personnes qui ne sont pas familières avec Showtime. Comme vous le voyez sur ce slide, vous avez à votre gauche un bouton qui vous permet de poser vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les pendant les diffusions de formation, parce que nous, on est là pour y répondre pendant qu'on rediffuse en fait du contenu qu'on a préenregistré avant. C'est le principe du Digital Morning. Un petit onglet pour les sondages, donc on vous lance aussi quelques sondages pour voir si vous dormez ou non. On vous pose des sondages évidemment sur sur ce qui peut évidemment nous intéresser et vous intéresser. Donc ici, je reviens sur le slide numéro 2. Un onglet chat où on peut converser entre nous. Donc n'hésitez pas aussi à parler sur le chat, mais les questions, posez-les vraiment dans les questions parce qu'on va pouvoir les afficher directement à l'écran et y répondre dans la partie qui est réservée. Une autre partie pour les documents. Donc là, aujourd'hui, on vous donne le lien sur notre podcast, plus le lien sur la formation complète ZooBooks. Vous retrouvez ça dans la petite partie documents. Et au final, n'hésitez pas à prendre des notes durant la session qui vous sera envoyée directement lorsque vous fermez la session. Vous recevez directement vos notes. Donc, sans plus attendre le programme de cette matinée, donc on va faire une petite introduction sur Studio Z. On a fait une petite vidéo qui vous explique le fonctionnement de la plateforme et ce que vous pouvez y trouver. Donc, c'est vraiment une association Studio Z qui a été faite par des partenaires Zoho pour les utilisateurs francophones de Zoho pour leur faciliter ce travail d'apprentissage et de formation. Donc, avec Scale Up Project et IDEIT et la société Brie, nous travaillons à élaborer de nouveaux contenus chaque semaine. Donc, on va vous présenter ça. Après, on va directement enchaîner sur l'épisode spécial comptabilité avec Michel. Donc, c'est là que vous pourrez poser vos questions et puis les questions les plus spéciales ou des questions directes, vous pourrez les poser en fait dans la petite partie questions et réponses. Sans plus attendre, on vous présente rapidement la plateforme Studio Z en 3 minutes. Bienvenue sur la plateforme Studio Z. Mais qu'est-ce que la plateforme Studio Z? Donc, c'est tout d'abord un site internet qui a été créé à destination des utilisateurs francophones de Zoho. Et c'est des partenaires Zoho plus Thierry Weber de la société Brie qui ont créé ce partenariat. Donc ici, on a les formateurs Zoho que vous allez retrouver, que sont Thierry, Sarah, Laurent, Philippe et moi-même. Et chaque semaine, on va vous mettre du contenu à disposition pour que vous puissiez vous former vous-même sur les différentes formations Zoho. Donc un accueil ici avec une petite explication sur le site, quelques actualités et puis les formations. Donc vous avez un catalogue de formations que vous pouvez directement, vous pouvez vous inscrire sur ces formations
en cliquant sur formation et en vous inscrivant, vous allez pouvoir suivre une formation avec différents modules. Donc là, on va faire un petit essai pour s'inscrire. Une fois l'inscription faite, vous laissez quelques coordonnées, vous avez à disposition différents modules de formation avec des vidéos variées sur la thématique. Ici, on est dans Zo CRM et vous pouvez bien entendu valider vos acquis à la fin de chaque cours. Donc, ces cours sont faits pour tout simplement réduire les temps de formation, le déploiement de Zo en entreprise. Donc, vous pouvez déjà vous former sur les outils Zoho et c'est beaucoup plus simple après de faire des formations contextuelles quand vous arrivez avec des projets concrets. Vous avez déjà votre permis de conduire Zoho sur les différents produits. Donc Studio Z, c'est aussi un rendez-vous hebdomadaire. Tous les mercredis matins de 8h à 9h, on a les Digital Morning que vous voyez ici. Et vous allez pouvoir vous inscrire directement sur ces événements. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez suivre en direct les événements de 8h à 9h comme vous le faites probablement ce matin. Et bien entendu, vous allez pouvoir revoir le contenu qui est diffusé à quelques heures après ou des fois 24 heures après sur nos channels, sur notre channel YouTube, comme vous pouvez le voir ici. Donc très important de pouvoir aussi revoir en fait les Digital Morning. On est en train de remettre ce contenu à jour. Dernier point qui est très, très important aussi, donc on a le podcast maintenant qui est arrivé. Donc vous avez un podcast qui est fait en direction des entrepreneurs, que vous puissiez suivre l'actualité Zoho, mais pas sous forme de formation, mais plutôt pour un podcast qui va vous expliquer les fonctionnalités des produits Zoho et comment comment ces applications peuvent vous aider au quotidien. Donc c'est un podcast que j'anime avec Thierry Weber avec le plus grand plaisir. Donc là, nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 5. Donc je vous souhaite un bon début de programme avec aujourd'hui la partie comptable de Zoho Books qui fait qui fait partie partie de de la la formation formation Books Books Générale. Générale. À tout À de tout de suite. suite. Voilà, donc on va directement enchaîner sur cette présentation de la comptabilité. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de poser vos questions pendant la démonstration, il n'y a pas de souci, puisque nous sommes là avec Michel pour répondre à ces questions directement. On a le temps, puisque c'est une rediffusion d'un épisode que nous enregistrons, qui fait partie de la future formation ZooBooks. Donc, sans plus attendre, on démarre cette nouvelle présentation sur la comptabilité. C'est parti. Studio Z, bienvenue dans ce module ZooBooks pour la partie comptable et on a l'extrême chance et honneur de recevoir aujourd'hui Michel Alusiki de la fiduciaire GAPEX. Michel, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Alors, bonjour à tous. Merci Julien. Donc, je m'appelle Michel Aluziki. Je suis expert comptable. Je suis gérant de la fiduciaire GAPEX. Et notre spécialité, c'est l'accompagnement des clients sur des outils cloud tels que notamment ZooBooks. Donc, on a effectivement tout un éventail de clients qui travaillent aujourd'hui avec ZooBooks et que nous accompagnons pour leur bouclement, pour leur déclaration TVA, leur déclaration d'impôts et tout au long de l'année lorsqu'ils ont des questions comptables par rapport à l'utilisation de l'outil. Excellent, merci Michel. Donc aujourd'hui, c'était vraiment l'idée d'accueillir quelqu'un du métier pour pouvoir un petit peu plausibiliser ce que l'on dit au niveau du produit. On va vous présenter quelques aspects comptables de ZooBooks aujourd'hui. Donc on va parler de TVA et de bonnes pratiques comptables dans ZooBooks. On verra qu'on peut éviter combien de pourcents d'erreurs en employant une bonne méthode. Je crois 95% d'erreurs. Oui, c'est ça. La plupart des clients arrivent à une comptabilité qui est à jour et où finalement les opérations de bouclement sont aussi légères que possible en employant correctement l'outil. Et là j'insiste que c'est extrêmement important de l'utiliser de façon juste durant toute l'année pour éviter que la fiduciaire doive ensuite tout refaire. Ok, donc on va directement, on va partir très rapidement dans notre
notre système de test. Hein, donc, c'est bon, Shelby Services, notre vraie fausse société. Donc, je vais partager mon écran et on va partir directement dans la TVA. On va se plonger un petit peu là-dedans. Donc, peut-être on a deux façons de faire hein, en matière de TVA. Donc, on a une TVA qu'on peut récupérer, une TVA qu'on ne récupère pas, c'est juste? Voilà, donc effectivement, en Suisse, on a soit la méthode qu'on va appeler effective, qui permet de récupérer l'impôt préalable. Donc, on paye ce qu'on doit sur la base de ce qu'on a facturé, on récupère ce que nos fournisseurs nous ont facturé. Il y a effectivement la deuxième méthode qui s'appelle le taux de la dette fiscale nette, qui est en fait une façon forfaitaire d'aborder la TVA. C'est destiné essentiellement à être plus simple et qui permet de payer la TVA sur la base du chiffre d'affaires effectué en Suisse avec un taux forfaitaire qui dépend des secteurs. Par contre, effectivement, on ne peut pas récupérer l'impôt préalable. Ok. Donc, merci pour ces éclaircissements. Donc, on va directement dans ZooBooks pour qu'on puisse commencer à paramétrer de la TVA. Donc, on a un menu hein, TVA qu'on voit ici. Donc, dans les paramètres de ZooBooks, on voit ici un menu taxes et puis on va pouvoir entrer différentes taxes comme la TVA qu'on connaît, la TVA la plus courante, je crois, à 7,7%. Donc, qui va nous permettre de vendre des prestations à 7,7% et puis d'acheter aussi des différentes choses en fait avec ce même taux. On peut évidemment, je crois, ajouter d'autres taxes. Michel? Voilà, donc en Suisse, en fait, on a trois taux de TVA distincts. Il y a effectivement la TVA à 7,7% qui est le taux standard. Et ensuite, on a la TVA sur les biens de première nécessité, sur les denrées alimentaires essentiellement, qui est à 2,5%. Et ensuite, on a une TVA spécifique à l'hôtellerie qui est à 3,7%. Ok. Donc là, on va rentrer, on voit qu'on a rentré deux taux de TVA hein, pour notre exemple. Et puis, ZooBooks permet en fait de suivre les taxes dans des comptes séparés, ce qui est le standard, hein, je crois, en Suisse. Oui, bon, à vrai dire, c'est du détail, vu que de toute façon, in fine, on va netter tout ça. Par contre, c'est vrai que la configuration standard de ZooBooks veut qu'il y ait qu'un seul compte de TVA, où on va comptabiliser aussi bien l'impôt préalable que la TVA due. Et effectivement, avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut avoir différents comptes. Mais je dirais que c'est de l'ordre du détail, hein, pour Ok. être honnête. Donc là, maintenant, j'ai paramétré mes taux de TVA. Donc, on vous a préparé, bien sûr, hein, chez Shelby Services, des factures qu'on a fait au premier semestre. Hein. Je crois que nous, on va faire un décompte TVA. Enfin, on va simuler le décompte TVA pour le premier semestre de l'année en cours. Donc, lorsque l'on crée une facture, évidemment, si on prend cette facture du mois de mars, par exemple, et qu'on édite la facture, on voit que lorsque l'on vend une prestation, ici c'était du consulting hein, pour 200 francs, on voit qu'ici il y a une taxe, il y a la fameuse taxe de 7,7% qui va être comptabilisée directement dans notre facture. Hein, c'est juste. Absolument, absolument. Donc ici, donc on a préparé hein, quelques factures pour Shelby Services et puis on a aussi comptabilisé des achats. Donc on a ici des factures fournisseurs. Donc on a une société informatique bien connue qui facture chaque mois ses prestations, hein, IDIT, qui va envoyer une facture chaque mois à Shelby Services. Hein, donc elle est ressaisie dans le module en fait des achats hein, que vous voyez dans ce module de cours ZooBooks hein, qui vous est présenté un peu plus en détail. Mais lorsque vous saisissez une facture fournisseur, donc il est important alors, dans ce cas-là, de saisir sur le montant de 1000 francs pour de l'outsourcing informatique. C'est important de mettre la TVA à 7,7%, c'est juste. C'est ça. Alors en fait, il est en fait important d'avoir la TVA qui correspond
à ce qui est mentionné sur la facture du fournisseur. Donc, il ne faut pas oublier que l'impôt qu'on peut récupérer, c'est vraiment l'impôt qui nous a été facturé et du coup que le fournisseur va payer à l'administration. Donc, en fait, il est important de s'aligner à ce qu'on vous a facturé. Et à ce niveau-là, bah, il y a une fonctionnalité assez intéressante qui est en haut, enfin qui figure au milieu de l'écran à gauche. Hein. On peut indiquer ce que les tarifs des articles sont hors taxe ou TTC. Donc, Oui, en modifiant ce menu-là, fait même déterminer est-ce qu'on saisit le montant avec de la TVA ou hors TVA. Donc là, on a décidé de saisir le montant hors taxe. ouais. Donc, ce que l'outil fait, c'est qu'il va dire, OK, bah, il y a 1000 francs Mhm. de facture. Sur les 1000 francs, je comptabilise 77 de TVA, donc 77 francs, ce qui arrive à un total de 1077. Si D'accord. maintenant, on avait mis taxe incluse, pour arriver au même résultat, on aurait dû entrer 1077 au niveau du taux hein, Ouais. ou plutôt en dessus à côté de la quantité, hein, il aurait fallu entrer 1077 et Mhm. là, l'outil aurait recalculé la TVA et aurait trouvé 77 francs de TVA. Voilà, D'accord. c'est ça. Voilà, 1077. Donc, Voilà, et là, on arrive exactement au même résultat que tout à l'heure, ouais. mais simplement en changeant le référentiel, on va dire, on entre un montant hors taxe ou TVA comprise. Est-ce qu'on peut avoir des factures avec des articles avec plusieurs montants, avec plusieurs taux de TVA différents? Alors oui, mais dans ce cas, il faut créer des lignes additionnelles. Hein. Donc, il faut Ouais. ajouter une nouvelle ligne Oui, et puis comptabiliser l'article séparément. Mais tout à fait, c'est parfaitement possible. excellent. Est-ce qu'il y a des mentions particulières à faire figurer sur une facture? Par exemple, le taux de TVA, ben, il est à 7,7, mais est-ce qu'on doit faire figurer certaines informations euh, sur nos factures, hein, sur les factures qu'on émet, par exemple ben, notre numéro de TVA ou des choses comme ça? Est-ce qu'on Alors peut... bon, la Suisse a un régime assez libéral à ce niveau-là par rapport aux États européens notamment. Donc c'est vrai que les mentions obligatoires dans les factures sont relativement restreintes, mais finalement c'est des mentions qui sont presque du bon sens. Hein. Donc effectivement, il faut faire figurer le nom et l'adresse du fournisseur, donc de notre société, le nom et l'adresse de notre client. C'est quand même une mention Mhm, qui peut être intéressante. Il faut clairement mentionner le numéro de TVA du fournisseur. mhm, Il faut mentionner, il faut que ce soit clairement visible sur la facture. Est-ce que c'est TVA comprise? Est-ce qu'il y a de la TVA, le montant de la TVA? mhm. Et puis bon, bah, évidemment, mentionner une description de la prestation pour qu'on sache bah, finalement ce qu'on facture. Mhm. Euh, Maintenant, il n'y a pas de. Je dirais que là, c'est les grandes lignes de ce qui doit être mentionné sur une facture. Bon, bien sûr, la date et le lieu. euh, mais voilà, c'est vraiment les grandes lignes de ce qui doit être mentionné sur une facture. Ok. Alors maintenant, bah, j'ai saisi quelques factures et puis j'aimerais reporter mes chiffres sur mon décompte TVA. Est-ce qu'il y a un rapport particulier pour ça dans Zoho? Alors, effectivement, pour obtenir le détail de la TVA qui a été facturée, on va pouvoir utiliser les rapports de taxes. Hein. Je pense que c'est à ça tu fais référence. Dans le rapport de taxe. Donc ici, ben, je sélectionne le rapport de taxe. Et puis, ben, voilà, donc là, j'ai un montant qui va s'afficher. Donc, j'ai sélectionné déjà dans la personnalisation du rapport du 1er janvier au 30 juin. Hein, donc ça serait pour le rapport du premier semestre 2020. On est juste. Voilà, absolument. Donc là, c'est plutôt si on est au taux de la dette fiscale nette hein, qu'on va décompter là, cette TVA au semestre. Mhm. Et là, effectivement, on peut personnaliser ce rapport en indiquant les ventes ou les achats. Donc là, la société étant de toute évidence au taux de la dette fiscale nette, on n'aura besoin que du rapport des ventes, vu que le Oui. rapport des achats n'est pas pertinent, sans entrer dans le détail, parce que dans certains cas, il peut l'être, mais en tout cas, euh, on va dire que dans la majorité des cas, il est peu pertinent. Ouais. Donc, en fait, là, ce qu'on va décompter, c'est le chiffre d'affaires, Oui. le chiffre d'affaires du semestre qui a été facturé
avec de la TVA. Donc, le montant qu'on va reporter ici dans le rapport, la déclaration TVA, c'est effectivement les 68 760 plus les 5 294. Pourquoi plus? Parce que quand on est au taux de la dette fiscale nette, le montant déterminant pour calculer la TVA, c'est le montant TTC. D'accord? Donc, on va déclarer le montant TTC et ensuite, dans le formulaire sur AFC Swiss Tax, si vous le faites électroniquement, le formulaire va calculer automatiquement le montant de la TVA au taux forfaitaire. Donc finalement, si je suis au taux, sur un taux forfaitaire, il est inutile de saisir les informations d'achat, les informations de TVA à l'achat. C'est pas... Voilà, alors c'est ça, c'est en grande partie inutile. Par contre, si on veut aller plus loin, il y a quand même l'obligation de déclarer les achats de services venant de l'étranger. Donc Ok. théoriquement, il faudrait quand même, pour être complet, en tout cas et exhaustif, il faudrait prévoir un taux de TVA 0% importation de services. Mhm. Et celui-ci, on devrait le saisir pour éviter de devoir faire l'analyse en fin de semestre ou en fin d'année et pouvoir directement identifier les importations de services venant de l'étranger Donc, qui, eux, excuse-moi, doivent être déclarés mhm. et sur lesquels on doit payer de la TVA lorsqu'on est au forfait. Donc finalement, malgré qu'on n'ait pas le décompte qui se remplit tout seul, c'est pas extraordinairement compliqué pour pour la majeure partie des sociétés simples de reporter les chiffres dans les décomptes TVA qui sont sur le site de l'administration suisse, quoi. Non, absolument pas. Alors, c'est pas compliqué. Alors, c'est clair que le rapport qui apparaît n'est pas formaté au format de l'administration suisse avec les codes de l'administration suisse, Mhm. mais l'information est là. C'est la même information finalement que pour d'autres régimes de TVA. Donc, il n'y a absolument aucune difficulté à ce niveau-là. Donc là, dans notre exemple, on voit ici tout ce qui a été tout ce qui est TVA sur les ventes, hein, parce on a réglé le rapport de cette manière-là. Si on voulait voir les achats directement du même semestre, et ben ici, on voit en fait qu'il y a un montant de 5 000. Et si on clique dessus, on voit qu'on a 5 factures fournisseurs avec un montant de 385 de TVA qui serait à récupérer par rapport à la vente qu'on a fait sur le premier semestre, hein, juste. Exactement, parfaitement exact, si ce n'est qu'effectivement, on serait au trimestre, hein, mais effectivement, sur le principe, c'est absolument ça. Ça marche. Ok, bon, alors très bien pour cette TVA. On va aborder quelque chose qui te tient à cœur aussi, c'est les bonnes pratiques comptables pour ZooBooks. On en a parlé un petit peu dans le sommaire. Donc, on a vraiment trois choses essentielles à respecter pour qu'on ait une comptabilité quasi parfaite, on va dire. C'est ça, bah, l'objectif, c'est toujours d'arriver avec une comptabilité qui soit aussi correcte que possible et éviter effectivement que la fiduciaire passe trop de temps à faire des corrections et puis à chercher où s'est glissée l'erreur. Mhm. Donc effectivement, je pense que c'est important de prendre les bons réflexes pour éviter voilà, de devoir les corriger en fin d'année. Et, hein, ça, il faut le noter, hein. Pardon? Ah, c'est chouette de nous expliquer comment on peut économiser de l'argent, en fait, hein, donc, Bon, c'est exactement ça. ouais. Et finalement, je pense que c'est la base d'un bon service à la clientèle, c'est de fournir des informations qui permettent aux clients d'économiser du temps et de l'argent pour se focaliser sur son business. Excellent, excellent. Donc, reprenons alors dans ces bonnes pratiques. On a, je crois, comme point numéro un, la vente. Voilà, donc effectivement, on a la vente. Donc finalement, là, c'est du tout à fait classique. On va émettre des factures Mhm. qui vont être envoyées aux clients. L'avantage d'un outil de gestion comme ZooBooks, c'est que ces factures sont automatiquement comptabilisées. Donc, on a la facture et on a la comptabilisation. D'ailleurs, si tu descends en bas de l'écran, tu devrais, alors oui, à droite, donc au niveau de la facture, normalement, encore un petit peu plus bas, il devrait y avoir voilà, le journal. Donc voilà, ça c'est effectivement l'écriture qui se génère dans ZooBooks.
que vous n'avez pas besoin de regarder parce que c'est automatique, hein, c'est quelque chose qui est généré par l'outil. L'essentiel, c'est effectivement de gérer en fait les transactions, à savoir l'émission des factures. Tout le reste se fait tout seul. Donc la facture, dès qu'on la met dans un mode marqué envoyé, c'est à ce moment-là que les écritures sont passées, hein. C'est ça. C'est Ouais, ça. top. Donc là, ben, c'est bien, je fais bien mes ventes, je fais bien mes factures. Là, maintenant, je reçois un paiement. Est-ce qu'il faut que je le note directement ou on va attendre un petit peu? Alors bon, l'outil permet de le faire. Maintenant, c'est vrai que nous, ce n'est pas ce qu'on recommande. Mhm. Nous, fondamentalement, la façon dont on voit une comptabilité dans un outil de gestion tel que ZooBooks, c'est qu'on a en fait 3 flux de transactions à gérer. On a le flux des ventes, donc on émet des factures Mhm. aux clients. On a le flux des achats, qui est la symétrie, mais avec des factures fournisseurs qu'on reçoit. Et on a le troisième flux qui est le flux bancaire. Donc en fait, on va aller importer les relevés bancaires dans ZooBooks, Oui, soit via un import CSV, soit encore mieux un import ISO 20022, donc un fichier CAM 053. Et c'est à ce moment-là qu'on va en fait aller réconcilier, on va aller rapprocher les transactions bancaires d'un côté avec les factures ouvertes de l'autre, que ce soit des d'accord. factures fournisseurs ou des factures à des clients. Et c'est à ce moment-là que la transaction, enfin que la facture va passer au statut acquitté. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce qu'on recommande. Donc là, alors j'ai créé mes factures pour mes clients. Donc je vais aussi créer mes factures fournisseurs quand je les reçois, hein. Exactement. Donc c'est Mais la symétrie. ouais, par contre, alors je ne me soucie pas. Je fais mes paiements et j'attends mon relevé bancaire pour réconcilier mes paiements directement avec mes factures fournisseurs, hein. C'est ça, sachant que c'est un. Alors bon, selon la banque avec laquelle on travaille, il y a différentes façons d'obtenir ces relevés bancaires. Certaines banques les génèrent directement, hein, de façon dynamique. Donc il suffit d'aller choisir la date du relevé. Donc on peut même le faire tous les jours, hein, ça prend réellement quelques secondes. Aller télécharger le fichier CAM 053. Et directement l'importer dans ZooBooks et puis faire ses Oui, réconciliations finalement le lendemain du paiement. oui. Donc, on a avec un délai de 24 heures notre comptabilité à jour. Mhm. Zoho a fait une petite nouveauté qui permet en fait d'envoyer directement ces relevés bancaires à une adresse, hein, et puis ces relevés bancaires sont prêts à être chargés ensuite dans l'outil, hein. Donc il y a quelques banques en fait qui permettent l'envoi de ces fichiers, notamment depuis l'application mobile BCV par exemple, on peut le faire et puis renvoyer en fait ces relevés directement de l'appli vers ZooBooks, qui vous évite de les télécharger et de les recharger ensuite. Mais bon, c'est vraiment une opération, comme tu l'as dit, qui prend quelques secondes au final, hein. Oui, finalement, le plus long, c'est de se connecter à e-banking. Une fois qu'on est Ouais. connecté à e-banking, le téléchargement du fichier en lui-même, c'est effectivement un clic, hein. Donc, effectivement, c'est. Alors, maintenant, si par exemple je vais à la station d'essence et puis que je vais faire le plein de mon véhicule avec la carte bancaire de l'entreprise, euh, que, c'est quoi est-ce que je dois noter la dépense tout de suite ou qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors bon, effectivement, ZooBooks permet de noter cette dépense via le module dépenses. Mhm. Le problème que ça génère, c'est que ça va automatiquement créer une écriture bancaire, hein. Ah, Donc en fait, on va se retrouver à devoir rapprocher l'écriture bancaire avec l'écriture bancaire, ce qui ne pose en soi pas de problème. Par contre, ça crée un risque d'erreur. Un mhm. risque d'erreur au niveau de la date, du montant, un risque de créer des transactions à double ou au contraire créer des transactions qui n'existent pas. L'erreur est humaine. Il est évident qu'il y en aura des erreurs, mais c'est clair qu'en démultipliant ce type d'opération, on démultiplie aussi le nombre d'erreurs. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est toujours, si effectivement c'est payé via la carte Maestro de l'entreprise, eh bien c'est de passer par la banque. À nouveau, on va importer les transactions bancaires. Cette transaction bancaire va donc apparaître comme non lettrée. On n'aura pas de facture à mettre en face vu que c'est une dépense. On n'a finalement qu'une quittance, hein, on n'a pas saisi de facture fournisseur. Donc, on va directement rapprocher la transaction bancaire euh, du compte de charge, je ne sais pas, frais d'essence ou autre, ou frais Oui. de déplacement correspondant. Donc,
Nous, on préconise clairement de passer, de faire cette opération depuis la banque plutôt que de créer des dépenses D'accord, ouais, on sait qu'en plus manuellement. du travail inutile, puisque ça ira plus vite en fait de le faire par réconciliation bancaire au final. Exactement, ça évite de faire du travail à double, accessoirement, effectivement. Ok, excellent. Donc, on a encore une partie qu'on voulait regarder, c'est les devises et taux de change, hein. Donc, on va voir ça en fait aussi au travers du module comptable. En fait, si on travaille beaucoup en monnaie étrangère, est-ce que quelle est la meilleure pratique en fait? Si je suis une entreprise avec beaucoup je fais beaucoup de transactions en euros, en dollars, que fais-je? Alors, d'un point de vue processus comptable, dans ZooBooks, je dirais que c'est plus pratique d'avoir des comptes en devises. Donc, si effectivement on fait beaucoup de transactions en euros ou en pounds ou en dollars, d'ouvrir un compte spécifique. Maintenant, si c'est une fois de temps en temps, on va dire, avec une récurrence relativement faible, on peut aussi continuer à travailler comme ça avec le compte franc suisse, sachant que l'acquittement va être un petit peu plus compliqué dans ZooBooks, vu qu'il faudra aller acquitter la facture manuellement et ensuite rapprocher la transaction bancaire de l'acquittement manuel. D'accord, d'accord. Donc là, on a des ajustements de la devise, en fait, hein. C'est là qu'on peut procéder à certains ajustements sans entrer dans le détail. C'est là qu'on pourrait faire quelques écritures ou c'est pas là qu'il faut le faire ou c'est réservé plutôt à une fiduciaire de faire ces opérations depuis là? Alors bon, normalement, ZooBooks le fait automatiquement, hein, vu qu'il a un taux de change, qui est téléchargé automatiquement. Donc, je ne pense pas que ce soit une fonctionnalité dont un utilisateur lambda a en tout cas besoin. Mhm. D'accord, très bien. Donc, si on a ici le menu comptable hein, qu'on va un petit peu passer en revue. Donc, on a le fameux plan comptable. Donc, ici, on voit qu'on a, comme dans toutes les comptabilités, hein, j'imagine, on a des comptes d'actifs, hein, des comptes de passifs, des comptes de capitaux, de revenus et de dépenses. Euh, Zoro, il arrive avec son plan comptable, qui est un plan relativement bateau, on va dire. Qu'est-ce que toi, tu fais pour tes clients? Est-ce que tu leur importes un plan comptable directement dans l'outil? Alors effectivement, Books arrive avec un plan comptable qui est dans le fond un plan comptable système. Il y a quelques comptes en plus, mais dans le fond, c'est les comptes nécessaires pour que l'outil fonctionne, hein, parce que selon le type de transaction, elles se déversent automatiquement dans certains comptes qui sont en fait bloqués, on va dire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par renommer et renuméroter ces comptes système pour que ça corresponde au plan comptable que le client souhaite avoir, hein. À nouveau, en Suisse, on a la chance qu'on peut utiliser le plan comptable qu'on souhaite. On n'est pas contraint à ce niveau-là. Il y a Mhm. effectivement un plan comptable qu'on va appeler plan comptable suisse, qui est le plan comptable généralement utilisé par les PME. Oui. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renumérote ces comptes pour les faire pour les mettre aux normes du client. Oui. Et ensuite, on va importer des comptes additionnels selon les besoins du client. Nous, Mhm. on est plutôt pour une approche où on préconise un plan comptable euh, simple, à minima, on va dire, quitte à l'étendre en fonction du développement des besoins. Ça ne sert à rien d'avoir 2000 comptes. Ouais. On est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à gérer si on a un plan comptable de taille restreinte. Mhm. Mais bien entendu à étendre en fonction des besoins de reporting ou des besoins d'analyse que le client peut avoir. Ouais, parce qu'on voyait des fois, on arrive avec des plans comptables où il y avait 50 comptes de charges, hein, alors qu'on en utilise 4 ou 5, et puis bah, on est toujours un peu dans le flou quand on doit justement réconcilier une écriture, une dépense, et puis qu'on doit parcourir pendant un petit moment les comptes de charges pour savoir à quel compte il faut imputer cette dépense, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un compte, je ne sais pas, par exemple, de frais
de parking si on en a pour 25 francs de frais de parking par année. Hein. C'est clair que là, on a meilleur temps de mettre cette dépense dans un compte plus générique de frais de déplacement. Maintenant, c'est sûr que si on en a pour 15 000 francs de frais de parking par année, bon, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, mais si le montant est significatif, bah là, effectivement, ça vaut la peine de créer un compte spécifique pour pouvoir mieux analyser ses coûts. Donc là, on voit aussi, hein, on voit que c'est très simple hein, dans le plan comptable. Faites-le avec votre fiduciaire, bien évidemment, de rajouter des comptes à la volée. On voit aussi qu'on peut les regrouper. Hein, ça, c'est bien de regrouper en fait les comptes de vente, par exemple, comme ça fait ici, pour pouvoir un peu différencier certains services. Bon, je dirais que le regroupement, c'est plus une question de présentation au niveau des rapports après que de ZooBooks. En soi, ça n'a pas vraiment d'incidence sur la comptabilité. Donc là, c'est vraiment du entre guillemets gadget qui est plus destiné effectivement à faciliter l'analyse quand on tire des rapports. Mais ça, c'est vraiment à la discrétion de chaque entreprise en fonction de, 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 de de ses besoins, de ses préférences en fait. Mhm. Alors, sans rentrer trop dans le détail, ici, on a la possibilité de créer des journaux manuels, mais c'est pas pour. Normalement, on n'a pas besoin de faire ça. C'est plutôt du domaine de la fiduciaire ou passer des amortissements peut-être en fin d'année sur des actifs ou qu'est-ce que tu préconises en fait Alors effectivement, les journaux manuels, c'est une fonctionnalité qu'on préconise d'utiliser avec parcimonie, voire extrême parcimonie. Comme on a vu, le 95% des transactions se génèrent automatiquement. Mhm. Donc euh, en fait, il n'y a pas lieu, par exemple, de passer une écriture manuelle pour comptabiliser une vente ou pour comptabiliser un achat. Mhm. Tout ça devrait passer par les flux de vente et les flux d'achat et enfin les flux bancaires. Oui. Euh, Par contre, donc on a tendance à dire aux clients que s'ils veulent passer une écriture manuelle, c'est qu'il faut nous appeler. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas lieu de le faire. Mhm. Maintenant, si on est effectivement en train de faire un bouclement, par exemple, eh bien là, on sera obligé de passer une écriture manuelle, comme tu disais très Mhm. justement, pour les amortissements, pour constater les actifs passifs transitoires ou pour d'autres éléments. Une autre raison de passer une écriture manuelle, c'est pour passer les journaux de salaire, vu qu'effectivement Oui. ZooBooks n'a pas de module salaire. Donc, il va falloir comptabiliser la transaction non pas de paiement, mais de reconnaissance de la charge des salaires via un journal manuel. C'est D'accord. correct. Donc on voit qu'on a du nouveau journal, on a des nouveaux modèles, donc ça veut dire qu'on peut enregistrer ouais, un set de transactions pour les salaires, par exemple, pour ne pas avoir à répéter 4-5 écritures chaque mois, et puis qu'après on peut recréer en fait une écriture en passant les bons montants dans ce type ce type de modèle. C'est assez nouveau en fait, hein. Donc cette fonctionnalité de modèle. Est-ce que tu es familier avec cette fonctionnalité? Oui, bah, c'est sûr que ça permet de faciliter la passation de certaines écritures récurrentes, notamment, bah, on parlait des salaires tout à l'heure. Les salaires, c'est clair qu'on va faire de salaire chaque mois. Alors, si les salaires sont fixes, bah, l'avantage, c'est qu'en prenant un modèle, bah, finalement, on n'a qu'à reprendre le modèle et puis comptabiliser l'écriture. Si maintenant les salaires viennent à bouger, eh ben, au Oui, moins, on a déjà le modèle de ouais. l'écriture en elle-même et il n'y a plus qu'à mettre à jour Ouais. les montants. Donc Zoho l'a prévu en fait avec une entrée de montant ou une entrée sans montant dans le modèle, comme ça on peut les faire. Et j'imagine qu'on peut avoir un set d'écriture de fin d'année et de début d'année dans le même état d'esprit. Oui, pour être honnête, je pense que la valeur ajoutée est relativement faible vu que Ouais. finalement c'est des écritures qu'on passe qu'une fois par année et Mhm. puis qui nécessitent quand même une certaine forme d'analyse des états financiers et puis donc typiquement si on a des travaux en cours il faut quand même se poser la question mais est-ce qu'il y a des travaux en cours et quel est le montant. Donc, je ne suis pas sûr que je recommanderais de faire des modèles pour le bouclement. Par contre, c'est sûr que pour les écritures récurrentes et routinières, là, ça vaut la peine. Mhm.
Alors, il y a une fonction budget, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais je crois qu'il est assez bien. Lorsqu'on veut, après plusieurs années comptables, on peut créer des budgets en fonction des résultats qu'on a eus, hein, je crois, dans l'entreprise. On ne va pas s'étendre là-dessus, parce que je crois que c'est un très, très gros sujet, mais c'est une fonction qui est utilisée hein, chez tes clients. Alors pour être honnête, je l'ai rarement utilisé. Maintenant, ça permet. Il reste que si on a une comptabilité dans un outil de gestion, ça peut effectivement être une fonction intéressante. Alors, je ne sais pas si la fonction budget le permet, mais ZooBooks permet de faire de la comptabilité analytique, hein, notamment en utilisant les tags. Donc, c'est sûr que si on peut utiliser le même type de tag pour la mise en place de budget, ça peut être tout à fait intéressant. Donc là, on voit qu'on peut créer des budgets hein, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. On peut en avoir plusieurs versions. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de le faire après une année parce qu'on peut prendre les chiffres de l'année suivante, enfin de l'année précédente pour créer tout ça. Mais ça, on y reviendra peut-être une fois plus en détail. Bah, je crois que le verrouillage de transactions, c'est relatif au bouclement. Hein, c'est pour que quand votre fiduciaire a bouclé vos comptes, bah, qu'on puisse verrouiller cet état hein, pour qu'on ne puisse plus faire des écritures après les bouclements. Hein, c'est ça. Voilà, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le bouclement est fait, que les états financiers ont été approuvés par l'Assemblée des associés ou l'Assemblée générale, il faut en aucun cas retoucher les périodes précédentes, hein, parce que les Ouais. états financiers sont ce qu'ils sont. Il faut que toutes les transactions qui justifient ces états financiers restent on va dire, fixes. Hein. On ne va plus les retoucher, on ne va plus les modifier, les compléter. Donc, ce qui est clair, c'est que selon le droit suisse, s'il y a par hypothèse des erreurs qui sont constatées dans les comptes de l'année précédente, soit des factures manquantes, soit des provisions, je ne sais pas, qui se révèlent injustifiées, etc. Toute erreur est vraiment comptabilisée dans le nouvel exercice. Hein. Donc, une fois les comptes approuvés, clôturés et approuvés, on ne retouche plus des comptes validés par l'Assemblée générale. Merci. Alors peut-être, on ne va pas rentrer dans tous les détails en fait des nombreux rapports hein, qui sont présents, mais je pense que celui que l'employeur, enfin que le patron de boîte de PME veut voir, c'est quand même, j'imagine, les résultats. Donc je pense que c'est quand même celui-là qui est vu en premier. Oui, alors effectivement, il y a différents rapports qui sont disponibles dans ZooBooks. On a effectivement l'état des résultats. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va simplement chercher le plan comptable et ça prend les comptes, comme son nom l'indique, les comptes de résultats et ça les catégorise en fonction des catégories dans lesquelles il a été classé. Donc, entre vente, coût d'achat des marchandises vendues ou les autres charges d'exploitation. Oui. Et effectivement, ça nous donne un résultat de l'exercice ou du mois ou du trimestre hein, en fonction Mhm. du Mhm. filtre qu'on a donné. Par contre, il faut quand même être conscient d'une chose, euh, c'est que le bouclement peut avoir une incidence assez forte sur ce résultat. Donc, c'est clair que quand on tire un compte de résultat en cours d'exercice sans avoir fait des opérations de bouclement, Oui. on peut avoir des surprises. Mhm. Je prends comme exemple le stock. Hein, si vous avez un stock et que vous n'avez pas ajusté le stock euh, à son état à la date à laquelle vous tirez le compte de résultat, eh bien, c'est clair que ce non-ajustement va venir polluer le résultat. Donc, il Ouais. faut quand même être prudent. Mais bon, ça nous donne quand même une bonne vision, disons, de la bonne marche des affaires, si on veut comparer, par exemple, à l'année précédente, les résultats. Donc, comme ça, on peut se donner quand même une idée. C'est pas précis comme à l'être un bouclement, mais disons qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour savoir un petit peu où on en est, quoi. Voilà, tout à fait. Et après, en fonction du business, c'est clair que le patron, il sait généralement où est-ce qu'il y a des choses à ajuster. Hein. Donc, ça peut être effectivement au niveau du stock, ça peut être les travaux en cours. Si par hypothèse, vous facturez avec un peu de retard, eh ben, c'est clair qu'il faut retraiter le résultat du montant des travaux en cours. Donc, Excellent. voilà, après, c'est une question d'analyse. Ouais.
Donc, on avait les résultats. Après, on a évidemment le fameux le bilan. Donc, ça, c'est aussi un rapport qui peut être aussi être utilisé plutôt en fin d'année, en début d'année, pour avoir une fois que les bouclements sont passés. Donc, on devrait avoir en fait le résultat qui va s'afficher en fait ici au bilan avec ce rapport-là. Voilà, donc le bilan, c'est vraiment une photo, une Mhm. instantanée de la situation de l'entreprise à une date donnée. Donc ça montre vraiment sa fortune et puis ses dettes à un instant T. Donc le compte de résultat, finalement, c'est le reflet de l'activité durant une période. Le Mhm. bilan, c'est une photo instantanée Ouais. de la situation. Donc, la différence en fait avec un ZooBooks ou ces nouveaux outils, c'est qu'il n'y a pas réellement de bouclement comme c'était fait traditionnellement avec une fermeture d'une base de données, la création d'une nouvelle base. Là, on est vraiment dans un flot continu d'informations et puis on fait des photos à des moments de la vie de l'entreprise, si je comprends bien. Oui, alors bon, ce qu'il faut voir avec parce que bon, c'est une question récurrente effectivement de ce report de solde, de bouclement, report de solde, enfin report à nouveau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les outils qui préconisent et qui utilisent encore ce report à nouveau, c'est qu'en fait, c'est des outils qui ont on va dire un certain historique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent encore des disquettes 3,5 pouces qui avaient une capacité de 1,44 mégas. Alors, c'est clair qu'avec 1,44 mégas, on ne mettait pas beaucoup plus qu'une année de données dessus. Donc, je peux m'imaginer que c'est une des raisons qui a mené ces outils à faire ce report à nouveau pour que Ah, finalement, on commence chaque année avec un exercice, enfin avec une base de données vierge, si on veut ouais, bien, ouais. dans des outils modernes et tels que ZooBooks, c'est évident qu'on ne va pas faire ça. Donc en fait, le rapport, il va recalculer de façon dynamique le bilan en prenant en fait tout l'historique depuis le début, depuis l'introduction de l'outil, si on veut bien. Ok, excellent. Donc je pense que c'est ça la grosse différence. Ça marche. Voilà, Michel, je te remercie infiniment pour tous ces précieux renseignements là que tu nous as donnés aujourd'hui. Peut-être, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, le mot de la fin ou... Alors, comme mot de la fin, je dirais que je ne peux que recommander des outils tels que ZooBooks. C'est clair que c'est des outils qui d'une part, sont très simples à utiliser et puis d'autre part, simplifient grandement la comptabilité, l'automatisent. Euh, donc voilà, moi je ne peux que vous recommander cet outil et puis vous inciter à l'utiliser. Par contre, j'insiste, c'est important de l'utiliser correctement pour éviter des surprises en fin d'année. Voilà. Voilà. Merci Michel en tous les cas, et puis on se retrouve peut-être dans un prochain module. Merci. Voilà, merci. On reprend maintenant la main avec la partie questions-réponses. Alors, un petit instant, je vais repartager la présentation de tout à l'heure. Voilà, voilà. Et on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on a déjà un certain nombre de questions qui nous est arrivé. Je vais repasser en fait la partie présentation à Michel qui va pouvoir aussi répondre. Moi, je garde effectivement l'audio. Donc, je repasse à Michel le contrôle. Voilà. Voilà, alors merci Julien. Euh, oui, alors je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais effectivement, on a reçu un certain nombre de questions. Donc la plupart, donc n'hésitez pas effectivement à poser encore des questions. Si vous en avez, on va répondre au fil de l'eau. Alors, parmi les questions, en tout cas non répondues que j'ai notées, et n'hésitez pas à rebondir là-dessus si certaines choses ne sont pas répondues. Donc, ce que j'ai noté, c'est... Pardon? Tu peux les afficher si jamais. Les questions, parce que moi, je ne peux pas le faire en fait. Ouais, bah écoute, je les ai prises à part. Donc, alors, donc une des questions, c'est est-ce que le regroupement est la seule possibilité pour l'impression à plusieurs niveaux, si nous avons plusieurs comptes bancaires,
est-il possible d'avoir plusieurs comptes débiteurs? Car le compte débiteur est bloqué. Et ne peut pas être mis en parent account. Alors, peut-être que là, ça nécessite, je pense, une petite précision sur la façon dont un ERP fonctionne. Il faut bien voir que qu'il n'y a pas un lien direct entre un compte bancaire et puis un compte débiteur. Dans le fond, vous pourriez avoir 5 comptes bancaires dans 5 banques différentes, dans plusieurs devises. Il n'en demeure pas moins que lorsque vous émettez une facture, le client reçoit donc sa facture dans la devise dans laquelle la facture a été créée. Et puis qu'il vous paye sur le compte A ou sur le compte B, ça n'a pas d'importance. En fait, le paiement va être ensuite lié ou lettré avec la facture correspondante. Et en fait, il est peu pertinent de savoir sur quel compte bancaire le client a payé. Donc, en fait, la logique d'un ERP, c'est d'avoir un seul compte débiteur qui comporte d'ailleurs plusieurs devises. Euh, et en fait, toutes les factures tombent, toutes les factures ouvertes tombent dans ce compte débiteur. Donc il n'y a pas plusieurs comptes débiteurs à créer dans ZooBooks. Par contre, c'est clair qu'avec les rapports, vous pouvez bien entendu toujours avoir un état des factures ouvertes, que ce soit par client, par facture, différents états sont disponibles. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, Dans le cas contraire, n'hésitez vraiment pas Patricia à nous rebondir dit que dessus. c'était, Patricia nous dit que c'est deux questions différentes. Elle n'avait pas de lien direct. Ah, pardon. Ok. Mais je crois que quand même, pour moi, la réponse était assez claire. On a aussi des demandes de clients qui veulent aussi Alors, des comptes débiteurs en plusieurs devises, mais on ne peut pas faire ça, en fait. Ouais, c'est clair. surtout que ça n'a en fait pas de valeur Ouais. ajoutée. Hein. C'est ça qu'il faut sur quoi il faut être vraiment clair. C'est clair, c'est qu'il y a effectivement des ERP qui fonctionnent par compte débiteur séparés essentiellement pour des questions techniques qu'on ne peut pas faire tomber dans un même compte débiteur des devises, des factures en différentes devises. Là, effectivement, ZooBooks ne fonctionne pas de cette façon. Mais là, c'est vraiment, il n'y a pas de raison comptable d'avoir plusieurs comptes débiteurs. Hein. C'est vraiment une raison technique qui le justifie. Ça, il faut être clair. Maintenant, effectivement, pour la question précédente, est-ce que le regroupement est la seule possibilité pour l'impression à plusieurs niveaux? euh, donc, j'imagine que vous faites référence en fait au regroupement, au sous-compte en fait, hein, si je ne me trompe pas. Donc là, en fait, si vous voulez, au niveau des… En fait, à nouveau, ce regroupement, c'est plus une façon de construire les rapports pour moi. Hein. Euh, L'information qui va en ressortir sera strictement identique. Euh, Nous d'ailleurs, quand on fait un bouclement et puis qu'on prépare des comptes, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, une fois que le bouclement est terminé, on extrait une balance des soldes, donc vraiment le rapport le plus basique qu'il y ait, et puis on crée les états financiers en allant ensuite allouer les différents comptes comptables à des catégories plus globales selon les exigences du code des obligations. Donc je dirais que c'est vraiment de la présentation et ça n'a vraiment pas d'incidence sur les chiffres qui ressortent de l'outil. Ça, il faut être assez clair. Après, je ne sais pas si Julien, toi, tu peux peut-être ramener quelques explications par rapport à… Je pense que la question concerne en fait la génération des rapports, comment on génère des rapports dynamiques ou comment est-ce qu'on peut changer, disons, la façon dont les données sont affichées. Alors, on peut effectivement le faire comme on le voit avec les comptes et les sous-comptes. Maintenant, si on veut vraiment travailler des rapports qui sont beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus où on veut vraiment faire des rapports très, très détaillés, donc on a l'outil Zoho Analytics qui va permettre de faire des rapports comptables qui vont aller encore beaucoup plus dans le détail qu'on peut le faire en fait dans les rapports qui sont présentés par ZooBooks. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut de toute façon les exporter aussi en format Excel, hein, et puis on peut les remanier un petit peu de la façon dont on voudrait les présenter. Je trouve les regroupements sont assez intéressants parce que souvent dans les bilans, on représente par exemple un certain nombre de comptes. Donc grâce au tagging, grâce au groupement de comptes, on peut regrouper en fait les informations pour pouvoir après les présenter dans un bilan. Hein. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus.
Oui, oui, absolument. Et là, je vois en fait que vous avez posé une question complémentaire, donc allouer les comptes à des catégories plus globales. Alors là, en fait, la catégorie plus globale, bah, finalement, c'est la catégorie du type d'actif ou de passif ou donc ça, c'est vraiment au moment de la création du compte, hein. On doit choisir la catégorie. Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est des autres actifs à court terme, à long terme, des dépenses, enfin des charges, des produits? Donc en fait, finalement, il y a ces deux niveaux, hein, pour moi dans ZooBooks. Il y a le niveau catégorie globale. Après, il y a effectivement le niveau compte et sous-compte. Mais une fois de plus, là, il ne faut pas hésiter, si ça ne convient pas, d'exporter sous Excel, parce qu'il reste que c'est un des gros avantages d'un outil comme celui-ci, c'est qu'il permet d'exporter des données sous Excel et non pas dans un format assez. Enfin, c'est vraiment un format formaté pour Excel. Donc, dans le fond, vous retrouvez devant une feuille Excel dont ensuite vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être un tableau croisé dynamique, ça peut être. Donc il n'y a pas de reformatage à faire. C'est vraiment bon, quasi 100% compatible, j'ai envie de dire. Ok, donc là, on a une question de Olivier à laquelle je souhaiterais répondre parce que la question est maintenant comment suggérer fortement à sa fiduciaire de passer de Winbiz à Books, hein. On peut passer, quel que soit l'outil, et je pense que Michel va me rejoindre là-dessus, c'est pas une question d'outil, c'est le client qui devrait choisir son outil comptable et pas la fiduciaire en 2020. Pour moi, je pense que c'est pas de lui faire une suggestion, mais si la personne, le client, l'entreprise est plus à l'aise avec son outil de gestion et que ça lui facilite, disons, la vie, que ce soit de passer de Books à Winbiz ou de Winbiz à Books ou je ne sais quoi, je pense que c'est plutôt au client de décider de quel outil de gestion il veut bénéficier tout au long de l'année, quoi. Oui, bien sûr que c'est au client de choisir. Maintenant, c'est sûr que chaque outil de gestion nécessite alors peut-être pas enfin oui, une formation, en tout cas une connaissance de l'outil. Donc c'est clair que la fiduciaire peut être réticente à utiliser un outil qui est différent de ce qu'elle a l'habitude d'utiliser, tout simplement parce que euh, ses collaborateurs n'ont pas l'habitude et n'ont pas la connaissance de l'outil. Maintenant, c'est clair que à un moment donné, c'est une discussion à avoir entre le client et la fiduciaire. Après, c'est clair qu'une fiduciaire qui ne veut pas du tout passer à un outil différent, bah, je pense que la question qui se pose, c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas peut-être soit on accepte de garder l'outil précédent, soit alors il faut peut-être changer de fiduciaire, hein. Mais bon, c'est clair qu'il devrait avoir ce dialogue et puis la fiduciaire devrait être en mesure de s'adapter. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas une garantie. Ça marche. Donc, on arrive à peu près à la fin, hein, de cette. Je voulais juste, peut-être, si j'ai encore une minute, je voulais juste répondre encore à une dernière question Bien sûr. qui était que Books ne génère pas les BVR. Ah oui. Par rapport aux réconciliations bancaires. Donc, en fait, les BVR, je pense il faut voir de quoi on parle. C'est clair que si on est une entreprise qui émet 250 factures de 9,90 francs chaque jour, eh ben c'est évident qu'on va avoir besoin d'utiliser le BVR, à moins qu'on utilise PayPal ou autre. Mais j'entends si on émet des factures de 9,90 francs et puis qu'on attend que le client les paye, et puis bah, comme je disais que c'est des flux importants, je pense que effectivement le BVR, c'est difficile de s'en passer. euh, et et effectivement, là, il faudra peut-être trouver une solution technique différente. Maintenant, il reste que pour l'écrasante majorité des sociétés, on n'est pas dans ce cas de figure. On est généralement dans un cas de figure où on émet quelques dizaines, peut-être une centaine, peut-être un petit peu plus, mais généralement, les flux sont relativement limités, hein. Si vous prenez une centaine de factures par mois, on va dire, pour prendre un exemple, on parle de 5 factures par jour. Ça veut dire qu'en moyenne, on est à 5 factures euh, émises et payées par jour. Je pense que quand on est dans ce cadre-là, il ne faut pas faire une fixation sur le BVR. S'il n'y a pas le BVR, qu'est-ce qui va se passer? Le client, il va payer via l'IBAN.
bientôt même avec, enfin, même avec le QR code, hein, d'ailleurs, voilà, il y a la question, effectivement, la QR facture, je crois qu'elle est déjà supportée par Zoho, hein, Julien. Alors, on arrive avec un module qui a été développé par un des partenaires Zoho avec Zoho et puis ils sont en cours de publication en fait de l'extension. Donc, Voilà. qui vous permettra de générer des QR codes par facture pour avoir aussi plusieurs comptes bancaires avec plusieurs QR codes possibles. Donc, c'est vraiment en cours de validation. On est vraiment d'une semaine à l'autre, on aura cette fonctionnalité disponible. Ouais. Voilà, mais il reste quand même 100 QR factures. Si on est dans un flux de 5 factures par jour, je pense qu'il faut vraiment pas faire une fixation sur les BVR. Comme je disais, l'importation, quand on a un fichier CAMT 053, est automatique. Donc, on se retrouve de toute façon avec toutes les données, toutes les informations. Et finalement, l'indication du numéro de facture apparaît dans la zone description. Et il suffit en fait d'aller rechercher, d'aller lettrer, de rapprocher en fait 5 factures par jour avec la bonne, enfin 5 transactions par jour avec la bonne facture. Donc, sincèrement, c'est un travail qui doit prendre entre 30 secondes et 1 minute par jour. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas être entre guillemets braqué sur la problématique du BVR parce que je pense que c'est une fausse problématique. Absolument. La plupart des gens. Voilà, merci. On va juste passer vraiment très rapidement les quelques slides qu'on a ensemble. Donc, n'oubliez pas le podcast. Hein, donc, vous avez un petit lien dans document pour aller écouter le podcast. Donc, on est à l'épisode 5, hein, comment bien gérer sa relation clientèle et les données qui vont avec. Hein. Toujours des épisodes qu'on tourne avec bonheur avec Thierry Weber, mais vraiment, c'est à destination des entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à télécharger, écouter ce podcast. On a beaucoup de plaisir à le faire. On espère qu'il vous rendra aussi service. La semaine prochaine, on est toujours pour le dernier épisode de Zoho Finance. Donc là, on est spécial achat. Hein, donc, on a tout le module de formation qui est fait pour les ventes et la compta. Et puis maintenant, on va descendre en fait dans les achats avec le traitement des dépenses et des factures fournisseurs. Donc, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc, donnez votre avis hein, avec le formulaire de feedback que vous allez recevoir un tout petit peu derrière cette présentation. Et on va directement, on va bientôt, on vous dit à la semaine prochaine hein, pour que les personnes soient là la semaine prochaine. J'ai perdu Michel. Michel, est-ce que tu es encore là? Donc, on a perdu Michel. Je ne sais pas où Michel se trouve actuellement. Donc, il est en formation. Donc, je ne sais pas sur mon ton actuellement. Donc, voilà, je crois qu'il y a eu un petit problème d'audio. Donc, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous souhaite vraiment une très, très bonne début de journée. À tout bientôt. Merci à tous.